Attendu au tournant, le FC Metz n'a pas su ramener un résultat positif de son déplacement à Strasbourg et s'incline dans le derby de l'Est, poussant un peu plus loin les interrogations quant à un éventuel rebond. Le retour au stade Saint-Symphorien se fera face à l'Olympique Lyonnais et son nouvel attaquant Hendrick, mais dans quelle ambiance ? On tentera d'y répondre avec nos chroniqueurs du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro du Graoli Mag. Entre les larmes de joie et les larmes un peu moins joyeuses quand on a vu le match du FC Metz ce week-end. On parlera aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. On prendra le temps de le faire parce que l'affiche était un peu invraisemblable. On peut le dire, eux étaient à la CAN aussi à leur manière. Ils n'ont pas participé certes, mais ils sont de retour avec nous pour commenter l'actualité du FC Metz. C'est bien sûr nos chroniqueurs du jour, à commencer par Franck Signorino. Bonsoir Aymeric, bonsoir à tous. Salut Franck. Tu as pris des petites couleurs. Oui, on a été voir un petit match de la CAN avec mon ami Stéphane. C'est beau ça. C'était sympathique, on est revenu. Ben, c'est marrant que vous soyez revenu. Un peu embêté pour l'émission. Aller retour à Marrakech. Ben justement, Stéphane Borbicoli qui a été présenté par Franck indirectement. Salut Aymeric, salut à tous. Est-ce qu'il faut encore te présenter aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr, tout le monde te connaît. Stéphane, 40 ans. Un peu plus, hors taxe. Hors temps additionnel. Écoutez, il est bien plus jeune, bien plus sportif. Mathéo Philippe est avec nous. Salut à tous. Moi, j'étais pas à la CAN, mais j'étais plus proche à Strasbourg. C'est vrai, mais ils étaient aussi à Strasbourg. Ah, mais ils sont partout aussi. Et il n'y a pas un stade où ils ne sont pas, et ça, c'est beau. Même le football. Nous, on va revenir justement sur cette affiche entre le FC Metz et Strasbourg. C'est l'heure tout de suite du journal de la Ligue 1. Retour donc sur le derby de l'Est entre Strasbourg et le FC Metz. Messieurs, évidemment, on voulait voir autre chose qu'après le match face à Montpellier qui était quand même une assez belle débâcle, on peut le dire. Outre le score qui est un peu différent, est-ce que, Franck, tu as vraiment vu autre chose ? Est-ce que tu as vraiment vu un autre FC Metz ? On va dire qu'il y a eu du mieux parce que défensivement, ils n'en ont pas pris 4, parce que tu as pu espérer jusqu'à la fin éventuellement un résultat, notamment sur les 10 dernières minutes où finalement Strasbourg, tout en gérant, s'est montré quand même un petit peu fébrile et a laissé le ballon aux Messins, mais globalement, tu ne vois pas de réel changement dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la méthode aussi. Où on en parlera peut-être plus tard, Steph, tu es d'accord avec moi, sur la volonté systématique de repartir de tes 6 mètres, sachant que, d'après toutes les statistiques, les buts que tu marques d'une équipe, c'est sur de la transition, sur une récupération haute et avec le moins de passes possible. Donc à partir du moment où tu prends le parti de repartir de l'arrière systématiquement et de manière, on va dire, presque robotisée, c'est ça qui me gêne, sachant que ton adversaire est devant, est prêt à te mettre la pression. Je ne sais pas si tu peux espérer marquer des buts de cette façon. Et justement, ça fausse un petit peu les statistiques des rencontres. À chaque fois, de jouer comme ça, on va regarder encore celle de ce match. Au niveau de la possession, c'est bel et bien le FC Metz qui l'a, 52% contre 48, 14 tirs à 9 pour Strasbourg, 6 tirs cadrés à 2, 479 passes contre 525. Stéphane, c'est vrai que aujourd'hui, on met les statistiques, mais elles se suivent, elles se ressemblent. En fait, on n'a plus grand-chose à ajouter. C'est les mêmes constats semaine après semaine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Un constat d'impuissance et un scénario qui se répète. On veut repartir de derrière, alors qu'on marque quasiment jamais de but suite à des attaques placées. Franck a raison, c'est plutôt sur des récupérations hautes ou un pressing ou une transition. Et les 2 buts qu'on prend, c'est un manque d'agressivité, une erreur de placement qui se répète aussi de match en match et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et le but qu'on a failli prendre, c'est sur une relance ratée de Salibou Sané, alors qu'on veut, dans les intentions, peut-être trop bien faire. Et moi, j'étais avec des amis en tribune, et ils me disaient au début, Metz veut jouer, c'est bien. Je dis oui, mais le problème, c'est pas les intentions et qu'on veuille jouer. C'est qu'à un moment donné, malheureusement, et à ce moment-là, quand je le disais, j'espérais me tromper, on va avoir une absence, un manque d'agressivité, une largesse défensive, un manque de communication qui va nous coûter un but. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, on court derrière le score. Constat d'impuissance au niveau offensif, où on ne se crée pas d'occasion. Dès qu'on arrive dans les 30 derniers mètres, c'est extrêmement difficile. On avait un Strasbourg un peu suffisant qui gérait. Il y a même eu un petit peu des sifflets en fin de rencontre parce que les supporters s'impatientaient et voulaient que le Racing mette le 3e but. Et nous, on est toujours dans nos travers, dans l'illusion, dans une espèce de fantasme où on veut bien jouer, mais
quand on est compétiteur et en Ligue 1, moi je préfère être 10e et jouer peut-être un peu moins bien et parfois avoir un jeu un peu plus vertical et direct que d'être le magnifique ou le beau, le flamboyant dernier. Aujourd'hui, on est la pire défense, le pire goal average. On a perdu 12 matchs sur 18, c'est-à-dire 2 tiers de nos matchs, on les perd. Donc, à un moment donné, à force de se focaliser sur jouer, et qui est stérile, peut-être que ça nous enlève de l'énergie sur bien défendre. Et je pense qu'il faut d'abord bien défendre. On a pris 40 buts, c'est plus de 2 buts par match. Comment voulez-vous se maintenir en prenant 2 buts par match ? En Ligue 1, c'est pas possible. Mathéo, avant de revenir en détail sur ce qui s'est passé dans la rencontre, c'est vrai que Stéphane l'a dit, 12e défaite du match. Et un peu comme au match aller, tu joues pas contre la plus grande des équipes de Strasbourg. Et en plus, tu les relances en championnat. C'est une chose qui arrive assez souvent quand tu joues contre le FC Metz, c'est pour te relancer. Effectivement, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on dit à chaque fois. Et puis le problème, c'est que à vouloir jouer court sans variété, dans ce jeu de possession stérile, ces passes latérales qui ne cessent d'être jouées, tu ne casses aucune ligne, tu n'as pas de joueur à percussion. Quand il y a un joueur qui va percuter vers l'avant, il préfère revenir derrière pour repasser ensuite par la défense. C'est long, c'est ennuyeux quand tu regardes et en plus, ça ne fait pas de résultat. Et en plus, première période, Strasbourg a été intéressant parce qu'ils ont quand même assez pressé haut, obligeant notamment dans les zones corner où Sadibou Sané était obligé de dégager la balle plusieurs fois. Ils étaient toujours au moins 5 dans nos 30 mètres. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu te dis, à une passe qui casse les lignes, un petit dégagement en hauteur, tu pourrais avoir l'avantage numérique devant. Qui est incompréhensible, c'est ce manque de variété. C'est-à-dire que Strasbourg connaît cette équipe du FC Metz, l'a étudiée, donc tout le monde a ses analystes vidéo, donc ils savent que le FC Metz repart avec le gardien, avec les 2 centraux dans les 6 mètres. Dans les 6 mètres, ouais. Et puis et que ça joue à la baballe. Donc l'adversaire est forcément placé, prêt dans les starting blocks à déclencher un pressing. Mais pour nous, on l'a pratiqué. Au bout d'un moment, pour te dégager un peu de cette pression et pour avoir de l'espace, tu es obligé d'allonger un peu plus, quitte à aller au deuxième ballon dans le duel. Alors je sais, c'est peut-être pas très beau, mais à un moment donné, le football, c'est un sport de contact, c'est un sport de duel, c'est inéluctable. D'ailleurs, ceux qui ont gagné le plus de duels sur le terrain, c'est Moreira, c'est Barco, c'est que des joueurs strasbourgeois. Godot, ouais. Voilà, Godot. Donc au bout d'un moment, tu essayes de relancer, c'est louable, ok. D'ailleurs, le spectateur lambda est content de voir ça. Mais au bout d'un moment, dans l'efficacité, il faut forcer l'adversaire à reculer, quitte après à revenir à tes fondamentaux que tu veux mettre en place et repartir avec davantage d'espace. Mais là, systématiquement, il se mettait en place, quitte après, à un moment donné, dégager le ballon, ou se faire contrer sur une touche, et ça se mettait, on ne se dégageait pas de la pression. Les 4-5 passes derrière, et ensuite, tu n'arrivais pas à aller de l'avant, justement. C'est trop prévisible. Voilà. Les équipes adverses étudient, on est dans la phase retour maintenant, tout le monde connaît le jeu de Metz, c'est stéréotypé, on n'a pas la qualité non plus pour, à un moment donné, trouver cette passe qui casse les lignes, et après, avoir le joueur qui va ensuite, en puissance, ou faire progresser le ballon. On part de trop bas, de trop loin. Les équipes, nous, c'était flagrant. On avait le jeu à la méno devant nous. Ils nous attendaient, ils nous orientaient dans un coin. Et nous, on a l'illusion. Et c'est pour ça que c'est un petit peu traître et difficile. Parce que quand tu analyses le match, oui, on a la possession. Bon, on a la possession. Oui, voilà, mais c'est stérile. Du tout, c'est stérile. Quel est le but ? Est-ce que tu matérialises en occasion, en corner, en frappe, en but? Le but qu'on marque, on avait 0 situation jusque-là. Oui, quand on marque, et on en a un coup du sort. Pas eu plus après. Non, finalement non. C'était pas. Tu peux jouer 3 heures en repartant de derrière. Alors on est peut-être statistiquement la meilleure équipe du championnat avec Paris dans nos 6 mètres, parce que là on fait du jeu combiné dans nos 6 mètres. Mais enfin, je pense qu'ils rigolent. Très sincèrement, je ne veux pas être méchant, mais ils rigolent. C'est facile à contrer, finalement. Ils sont derniers, ils s'obstinent à repartir. Alors je ne dis pas qu'il faut kick and rush et balancer comme dans les années 80, un peu de variété. Alors c'est vrai qu'on se heurte aussi à l'effectif, et Ibou Sané, par exemple, c'est pas un point d'ancrage, c'est pas une planche, c'est pas un pivot, c'est pas le mec qui va te caler les ballons, temporiser pour faire monter le bloc. Donc là, on a mais le aussi, deuxième on ballon, touche du doigt une limite le deuxième ballon, tu peux allonger, quelqu'un va au duel, pas en espérant bloquer le ballon, mais pour aller après
à la portée du second pour pouvoir après exploser et écarter. Pareil, le jeu vertical, on ne l'a pas vu. Je veux dire, il n'y a pas une passe en profondeur, chose qu'on avait commencé à entrevoir contre Lens, contre Nantes. D'ailleurs, si on peut revoir les buts de ces matchs-là contre Nice, où c'est des transversales, c'est des lignes qui sont cassées par une seule passe et par un appel en profondeur. Là, j'en ai pas vu un. Non. Je crois que j'ai vu Mbaye à un moment donné aller dans un point de corner, qui fait reculer, qui a le mérite au moins de faire reculer le bloc strasbourgeois pour après... Mais dans le rapport de force, notre bloc est trop bas, beaucoup trop bas. Est-ce qu'on a vu un centre de Ballo-Touré ? Est-ce qu'on a vu un dédoublement de Collin sur les côtés? Aucun. Normalement, ils sont qui est à un censés... moment devant dans la surface et qui loupe d'ailleurs une belle balle dans la surface. Mais et c'est tout. Même à l'extérieur, même dans un derby, même si tu es dernier, tu es censé proposer un peu, parfois, un dépassement de fonction, un Collin qui va centrer, un Ballo-Touré qui va... Là, on ne l'a pas vu. On voit l'intention claire de Stéphane Le Mignan de muscler un peu son milieu avec Gébamin qui est repositionné au milieu, peut-être pour amener un peu plus de physique, de duel de la tête et peut-être de sérénité. Pour moi, c'est pas un bon choix. Pourquoi ? Parce que j'aime pas quand tu as un défenseur central de métier, tu le mets milieu. Déjà, pour les milieux susceptibles d'être titulaires comme Stambouli, Alpha Touré, Traoré, c'est quand même un désaveu. Moi, si je suis milieu de terrain de métier, le coach... Je crois que Bama est milieu de à l'origine. Depuis qu'il a Metz qui joue défenseur central. Chez nous, il est venu comme défenseur central depuis le début de saison. Alors mets-le au milieu tout de suite. Mais on l'a recruté. Je donne juste la précision. Il est performant derrière, c'est un des meilleurs joueurs qui surnage depuis le début de saison. Il revient, tu le mets milieu. Donc moi, si j'étais milieu de terrain, je me dirais, je suis vraiment nul pour que le coach mette Gébamin à ma place. En le replaçant là, en plus, ça a l'impression que quand on n'avait pas la balle, donc il reculait en défenseur central, ça faisait une défense hybride, à 5, voire 6 avec les ailiers, et ce qui faisait que Deminguet était tout seul dans le milieu de terrain aussi, oui, mais tu as beaucoup d'équipes maintenant modernes qui le font. Tu as toujours un des deux latéraux qui monte, qui va faire le carré au milieu, et un milieu défensif qui descend, et les deux centraux qui s'écartent. Là, c'était carrément 5, parce que quand ils font ça, c'est que ça devient une défense à 3. Là, quand il y a ce fameux basculement où tu as le latéral qui monte, qui redescend, là, c'est pour une défense à 5. Donc, encore une fois, c'est trop de joueurs derrière. Je ne pense pas que là, c'était super bien maîtrisé. La preuve, le premier but, où quand même, c'est une passe plein axe. Alors que tu renforces ton axe de cette manière-là. Là, c'est clairement un problème de communication. Pour moi, c'est quoi c'est Morera qui pique du côté, qui va faire un appel axe. Ballo-Touré, il doit communiquer avec Yekbe, et s'il ne communique pas, il doit suivre, logiquement. Ouais. On va revenir, on a entendu votre avis sur cette rencontre. On va voir si ça colle à celui de Stéphane Le Mignan, qui était présent en conférence de presse d'après-match, et puis on opposera après les idées, mais pas sûr que tout le monde soit d'accord. Ouais, c'est un peu ça. C'est un bon résumé. Les intentions étaient là. On a vu dès l'entame de match qu'on était là pour essayer de poser tout aussi à cette équipe de Strasbourg et pas faire que défendre. On a pris un petit coup avec ce premier but là au bout de dizaine de minutes. On a réagi avec une belle action collective qui amène le penalty. Ensuite, ils ont poussé, ce qui était assez logique. On a eu du mal un petit peu à sortir les ballons proprement comme on l'a fait sur le début de match. Et puis, il y a ce deuxième but qui arrive. C'est dommage parce qu'un peu avant la mi-temps, on voulait régler quelques problèmes à la mi-temps. Il arrive à un moment qui est... il restait quelques minutes à tenir. Ensuite, la deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu du mal on a fait des erreurs sur les premières minutes, premier quart d'heure, 20 minutes, je pense, où on a commis quelques erreurs. On voulait en relancer, mais en commettant trop d'erreurs. Puis après, au fur et à mesure, le match, on a pris un peu l'ascendant sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Ça a manqué, je pense, un peu de poids offensivement pour être encore plus dangereux. On a vu que les joueurs cotés, comme Malik Mbaye en première mi-temps ou Titashvili en deuxième mi-temps, ont eu des opportunités de débordement, de centre, de déséquilibre. Mais à l'inverse d'eux, sur leur deuxième but, on a eu moins de présence dans les 16-20 derniers mètres. Alors des intentions apparemment retrouvées, en tout cas en partie pour Stéphane Le Mignan, et c'est vrai qu'on l'a vu, vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui quand on a vu ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, et c'est vrai que vous parlez de variété dans le jeu. Strasbourg l'a fait, on peut le voir notamment peut-être sur le premier but, mais voilà, comme tu l'as dit Stéphane, c'est des passes latérales qui cassent des lignes, c'est des changements de rythme, et surtout encore une fois des cadeaux aussi de la part du FC Metz qui sur 2 erreurs encaisse 2 buts.
On l'a dit, compliqué, notamment sur les timings. C'est en tout début de rencontre et juste avant la mi-temps. Pas évident, encore une fois, de remonter. Déjà que l'aspect mental, c'est pas, on va dire, le premier cadeau du FC Metz. Je pense que si tu veux faire un résultat à la Méno, dans un derby, il faut être hermétique défensivement. Déjà, il faut être agressif. Mbaye, ok, c'est pas un défenseur, mais bon, il vient en bout de ligne. En couverture, il y a un duel, il dit j'entends pas, on me parle pas. Là, tu es quasiment dans les 6 mètres, c'est toi et ton mec. Et c'est toi et le duel. Donc il faut un peu plus d'agressivité. C'est pas la première fois depuis le début de saison. Après, il y a une erreur de placement et de communication aussi sur le premier but. Il y a de la qualité en face. Moreira, attention, ça va très vite. Techniquement, c'est très fort. Mais ça, on le savait avant le match. Après, il faut être pragmatique. Le discours de Stéphane Le Mignan, je l'entends. Vous posez la question à tous les joueurs de l'effectif, je pense qu'ils préfèrent prendre des points. Il faut être... Et l'intelligence aussi, c'est la faculté d'adaptation. Il faut s'adapter. Il faut avoir le courage de reconnaître que de repartir systématiquement comme ça de derrière donne l'illusion qu'on a des bonnes intentions. Tu gagnes pas des matchs avec des bonnes intentions. Tu gagnes des matchs en étant hyper rigoureux derrière, en étant très agressif, très engageant dans les duels, en communiquant, et puis en essayant. On ne demande pas au FC Metz de donner des leçons de football. On demande au FC Metz de se maintenir. La mission de Stéphane Le Mignan, c'est de se maintenir. Après, je pense que cette méthode n'est pas la plus à même de maintenir le club en... Et puis, c'est pas renoncer à tes principes, de les appliquer dans d'autres zones du terrain. Et, faire tourner le ballon, avoir des actions construites. Comme il l'a souligné, effectivement, le penalty intervient après une longue période de possession que tu as eue dans le camp de Strasbourg et que tu as su mettre en place. Donc on ne te demande pas de renoncer à ça. On te demande, moi, je souhaiterais le voir, ce genre de possession, dans le camp adverse, oui, mais pas dans ton propre camp, dans tes 6 mètres, parce que tu t'exposes. Tu as une certaine pression à prendre des vagues, tu t'exposes tes joueurs à perdre énormément d'énergie, comme tu as dit, à trouver la solution à 80 mètres de tes buts. Et prise de risque. Et c'est ça. Tu t'exposes à perdre le ballon, comme l'action... Jamais autant en danger que quand tu as le ballon. C'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec certains entraîneurs, c'est que c'est là où tu es le plus en danger, c'est quand tu as le ballon et dans les 2-3 secondes de sa perte. Parce que c'est comme ça. La majorité des buts sont marqués sur ces statistiques-là. C'est comme ça. Donc après, comme je dis, les intentions sont bonnes. Il n'y a pas de problème sur les intentions. Mais peut-être pas dans ces zones du terrain, à mon goût. C'est pour ça, là, tu dis à la perte du ballon, c'est là où on est susceptible de prendre un but. Metz, dans les duels, aurait dû tout de suite mettre des taquets. Certes, c'est pas le derby contre Nancy, mais c'est un gros match contre un gars une équipe d'à côté. Il faut mettre de l'enjeu. Tu mets de côté le derby, exactement. Ah ouais, non, mais parce qu'on met ça à la fin, tu as 3 points, tu dois gagner. Je suis 100% d'accord. Derby ou pas, l'engagement et l'agressivité, tu dois l'avoir dans tous les matchs de Ligue 1. Ça, c'est surtout après le match de Montpellier, où tu as vu tout l'opposé de ça et où tu devais montrer quelque chose. C'est là où je voulais en venir. Tu viens de te prendre 4-0, tu joues un gros match, et en plus, tu es dans une situation où tu dois prendre des points, justement, dans les duels, tu dois montrer... Matricé, c'est-à-dire le mindset, l'état d'esprit. C'est pour ça que je dis que tu perds de l'énergie, mais à vouloir trop jouer, c'est-à-dire qu'on se focalise sur le jeu. Alors c'est très bien, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer, rien proposer, mais au détriment aussi de l'agressivité. C'est-à-dire qu'on passe sous silence un peu les manques d'agressivité, parce qu'on est... Ah oui, mais on essaie de bien jouer... On n'est pas récompensé. L'environnement aussi dit oui, mais regardez, on joue. Oui, mais le pragmatisme, il faut prendre des points. Peut-être que pour se rassurer, comme on l'a fait contre Nantes, contre Nice, avoir un jeu peut-être moins stéréotypé, Franck, tu as raison, mettre le ballon plus dans le camp adverse, parce que plus le ballon est loin de tes buts, et moins tu as de chances de prendre de buts. C'est quand même logique. Et plus tu as la possibilité d'avoir des pénaltys, Deminguet pénalty, pourquoi ? Parce qu'il est dans la surface adverse. Mais si Deminguet il est dans nos 30 mètres, il n'y aura jamais pénalty sur lui. Donc c'est ce rapport de force et cet équilibre qu'il faut trouver. Un pénalty un petit peu en trompe-l'œil, vous l'avez compris dans ce match, mais il y en a un que je ne vous ai pas présenté encore depuis le début de l'émission, c'est notre VOV depuis le début d'année, Nathan. Nathan, c'est vrai qu'on a vu ce pénalty être un petit peu loin des envies du FC Metz de marquer des buts, et pourtant, au niveau statistique, il pèsera pour Gauthier Hein.
Ouais, effectivement, il y a une belle info croustillante sur Götze et les pénaltys, si ça vous intéresse. C'est le 10e pénalty tiré par Götze sous les couleurs du FC Metz, et c'est le 10e qu'il marque. C'est monsieur 100%. Il est un expert de l'exercice. Finalement, la dernière fois qu'on l'a vu rater, c'était le 8 mai 2021. Dommage qu'il ne soit pas marocain. Belle transition. J'aime bien, je fais trop ça. Mais tu vois, là, dans la transition, trop tôt, par contre, dans le timing, mais j'aime bien. Trop tôt, vaut mieux trop tôt que trop tard. Un petit mot quand même sur Götze qui ne se manque pas sur penalty, mais qui peut-être, Franck, s'est manqué sur la célébration. C'était notre petit débat d'avant. Alors, le chambrage dans le football, on n'aime pas. C'est vrai que là, ce geste de Klim, un peu trop tôt, peut-être. Oui, ça fait partie du folklore. Alors moi, je suis pas trop fan parce que je suis assez superstitieux là-dessus et je me dis, tu peux le payer tôt ou tard. Et après, on connaît Götze, il marche beaucoup à l'affectif, l'émotion, comme son deuxième carton jaune un peu idiot, le maillot qu'il a enlevé. Là, il était content, il se laisse emporter. Par contre, effectivement, nous, en tant que spectateurs, moi, je vois, on est à la 23e. Ouais. Le penalty, honnêtement, c'est pas parce qu'il a été provoqué, c'est plutôt une erreur de Godot qui marche bêtement. C'est stupide. Ouais. Donc, je veux dire, tu mets pas forcément cette équipe de Strasbourg en difficulté, une grosse pression, tu les fais pas forcément douter. Est-ce que c'est opportun ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est plus pour réveiller l'adversaire plutôt qu'autre chose, plus réveiller le stade plutôt qu'autre chose. Après, et en plus, t'es dernier. Et c'est ça aussi. Il faut avoir les reins solides parce qu'il reste 70 minutes derrière. T'es pas tout seul, hein. Quand tu analyses le truc, bon, moi aussi ça me fait rigoler. Bon, j'aime bien, on chante. Quand on enlevé le maillot déjà. Je suis pas fan on aurait penché comme ça devant tout le monde, Orbiconi avec le numéro. Qu'un strap. Mais Palmer, il fait ça à Chelsea. Je suis pas fan non plus. Parce que tu chantes, moi je préfère la célébration. Lui, il a carrément déposé son nom dessus. Ouais, mais bon, oui. Mais là, il faut les reins solides parce que t'es dernier, quand même. C'est ça. Tu viens, tu fanfaronnes un peu. Il faut assurer derrière, il faut gagner derrière. D'ailleurs, je sais pas, Barco a refusé de lui serrer la main. Pareil, il a montré le logo. Je suis pas fan non plus. La réaction de Barco, alors elle peut être légitime, mais la façon dont il insiste, dont il veut pas serrer la main, c'est un peu acteur studio aussi. Donc, mais lui, il gagne. Lui, c'est un top player actuel de notre championnat. On parle de lui à Chelsea. Donc, c'est plus légitime que lorsque tu es dernier. Et puis il le fait au-delà de l'équipe du joueur, il le fait en réponse en fait. En plus, il le fait en réponse à la fin du match quand il a gagné. Et puis à la fin, en étant sûr d'avoir les résultats. Parce que là, globalement, une fois que l'arbitre a sifflé, tu peux pas revenir. Pas de risque non plus. La célébration Klim, c'est vraiment quand tu marques à la dernière seconde et que là, allez, maintenant vous avez plus en parler. C'est ça. Après, on connaît Götze, je pense qu'il se laisse emporter. Il a envie d'emmener l'équipe avec lui, mais parfois, il est pas seul. Lui a évité au FC Metz de prendre trop froid dans ce match. C'est vrai qu'on l'a dit, le FC Metz est la pire défense du championnat avec le pire goal average. Mais Jonathan Fischer, qui avait retrouvé sa place dans les buts, a fait son match, Matteo, et a même permis au FC Metz de rester en vie malgré tout. On pense notamment à cet arrêt en début de seconde période qu'on a vu dans le résumé. Heureusement qu'il était là. Un gros match, effectivement. L'arrêt, le face-à-face qu'on voit, il est énorme, le bras est solide. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il n'ait pas d'arrêt à faire et que justement on aille devant. Donc c'est toujours un problème que le gardien. La frappe de Morera. Ouais, aussi. Bon, elle est magnifique quand même. Oui, elle est magnifique, ouais, mais peut être décisif aussi. Oui, tu te dis que s'il n'avait pas d'arrêt à faire et que en fait, tu avais plus des occasions devant, ce serait mieux aussi. Donc si tu dois mettre ton gardien en avant, c'est aussi problématique. Maintenant, tant mieux pour lui, pour la confiance, parce que je pense que c'est quand même un bon gardien à l'échelle de Metz. Il est peut-être en manque de confiance parfois par rapport à certaines prestations. Maintenant, je pense que ça peut être bien pour lui pour peut-être continuer sur la saison comme ça. On se posait la question du numéro 9. Stéphane Le Mignon avait décidé d'aligner une nouvelle fois Ibou Sané qui n'a pas vraiment existé dans cette rencontre. On peut le voir un petit peu en statistiques. 0,05 expected goal malgré le taux de passes réussies, très peu de ballons touchés à 30 en 81 minutes. Franck, très rapidement avant de passer à la suite, ils ont gagné ce week-end, mais vivement le retour d'Habib Diallo quand même, qui se fait vraiment... Lui jeter la pierre, il était trop souvent esselé et encore une fois, tu es attaquant, tu cherches à repartir. De derrière. Je veux dire, avant que le ballon t'arrive, on l'a bien vu, il a quand même proposé, il a essayé, mais c'est pas un point d'ancrage non plus. Tu vois qu'il est encore trop frêle, tu vois que le statut d'appui ne lui correspond pas. Le ballon aérien, il s'est fait bouffer par Doucouré. Bien sûr. C'est pas pour lui. Mais il fait quoi, 1m80, même pas 1m80 ? Il va pas vite. Enfin, de l'aveu même de Stéphane Le Mignon, qui disait qu'il a un déficit physique, athlétique. Si tu vas pas vite et que tu fais pas 2 mètres,
bon, ça devient quand même compliqué. Mais si tu es dans une équipe qui a le ballon et qui est dans les 30 derniers mètres, ça va. Et qui peut tirer son... Et qui t'amène des centres là, dans la surface où il dégaine assez vite, il est assez juste techniquement, où il est assez vite sur ses appuis. En plus. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment un neuf, vraiment... Mais il avait été repositionné, on l'avait déjà dit, il avait été repositionné milieu de terrain, plus par Stéphane Le Mignon. Ça avait l'air d'avoir un petit peu marché. Malheureusement, encore dans ce match-là, il y aura eu quelques manques. On va passer à la suite et notamment aux autres résultats de cette 18e journée, si vous le voulez bien, avec des surprises, oui et non, à vous de voir. Monaco qui s'est incliné face à Lorient, 3-1, la victoire du PSG devant Lille, 3-0. Lens qui maintient le rythme face à Auxerre, 1-0. Toulouse, 5-1 contre Nice, 5-2 pour Marseille sur la pelouse d'Angers. Nantes s'est incliné face au Paris FC en bas de tableau. Rennes, Le Havre, 1 but partout. Et Lyon, le futur adversaire du FC Metz, s'est imposé 2-1. Au classement, vous l'avez compris, malheureusement, les choses ne bougent pas beaucoup, que ce soit en haut du classement, Lens, Paris, Marseille dans le top 3, ou tout en bas, Nantes, Auxerre et le FC Metz sur le podium de fin, si on peut appeler ça un podium, on ne sait pas encore, on reverra quand même. Et malheureusement, quand on voit ce classement, Nathan, le FC Metz n'arrive pas à saisir les occasions, ne serait-ce que de quitter la dernière place qu'ils ont maintenue à plusieurs reprises cette saison. Effectivement, on a une mauvaise nouvelle. Sur les 18 journées de championnat, le FC Metz n'a quitté la place de lanterne rouge qu'à 5 reprises. 4 fois on a été avant-dernier et une seule fois on est sorti de la zone relégable. On était 14e, c'était après le match contre Nice. C'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir peut-être plus en détail dessus jeudi, Stéphane, mais il y a une personne que l'on regardait quand même du coin de l'œil, c'est Stéphane Le Mignon qui a été attendu au niveau des résultats. Malheureusement, là ça reste une défaite. Le FC Metz est encore dernier malgré tout et lorsqu'on lui a posé la question après le match s'il avait encore la confiance de son président, il répond qu'il faut lui demander directement. C'était un match test, c'est ce qu'avait dit le président Bernard Serin pour Stéphane Le Mignon qui ne met pas non plus de deadline. Quoique, on apprend d'après l'équipe qu'une réunion aura lieu entre les deux joueurs et que ça pourrait peut-être sonner le clap de fin. C'est une information qui date là de ce midi. Quelle conclusion pour Stéphane Le Mignon ? Est-ce qu'il se dit avoir les ressorts ? On ne l'a pas vraiment vu dans ce match-là. Stéphane Le Mignon, de toute façon, il est soumis à la même règle que tous les entraîneurs du monde, c'est-à-dire les résultats. Après, là, on est sur 1 point sur 15 et 4 défaites sur 5. C'est plutôt la trajectoire qui m'inquiète. Après, malheureusement, je ne vois pas d'évolution dans le jeu de Metz et surtout dans l'efficacité. J'avais dit que le groupe, l'équipe passerait un cap quand elle serait en capacité de faire des prestations moyennes, mais de prendre des points. Par exemple, d'être très efficace défensivement, offensivement, d'avoir un match d'une consistance moyenne, mais d'être ultra efficace. Et c'est pas le cas. On paie cash à chaque fois qu'on fait une erreur, qu'il y a un errement, on a des trous d'air dans les matchs, on s'obstine, et je rejoins Franck, à avoir une utopie dans le jeu. Peut-être qu'on se voit trop beau, peut-être qu'on veut trop bien faire, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être un petit peu d'humilité, il faudrait peut-être revenir à des fondamentaux, à des bases. Je pense que ce n'est pas l'ADN de Stéphane Le Mignon, qui pour moi est quand même malgré tout un bon coach, parce que il essaie de faire jouer, après il n'est pas verni, on ne va pas se voiler la face. Il y a Ibou Sané, on l'a dit, qui n'a pas d'expérience, qui est limité quand même devant. Ce n'est pas la faute de Stéphane Le Mignon, mais Sabali n'est pas là, Diallo n'est pas là. Mais ça, tu le savais. Idrissa Gueye est parti. Je repars en début de saison. Maggio est parti. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux ? Il ne peut pas faire. C'est pas Robert Majax. Tu sais que. D'accord, mais depuis des années, c'est tous les 2 ans la CAN. Là, ça va passer à 4. Tu sais très bien que dans ton effectif, tu as pas mal de joueurs qui sont susceptibles de la faire et d'aller loin. Et du coup, c'est à toi de préparer un effectif. Au poste de numéro 9, c'est quand même extrême, là. Il n'y a pas Azoro, il est fantomatique. Tu fais jouer qui ? Oui, mais tu le sais dès le départ, ça ? Non. Ah bon ? Dès le départ de la saison ? Tu espères qui au départ de la saison ? Au départ, tu as Idrissa Gueye au tout début. Au départ, tu n'avais pas Diallo. Oui, tu n'as pas Diallo, mais tu as Gueye. Quand il arrive, il est international, mais il jouait plus avec sa Gueye. Tu savais qu'il partait ? Dès le départ, vu que tu cherchais les millions, donc tu sais qu'en plus il est parti assez tôt. Hein. Oui, mais c'est pas la faute de Stéphane Le Mignon. Non, mais du club, je parle. Ah bah oui, là je suis d'accord. Là on parle de Stéphane Le Mignon, mais le club, le club est responsable de l'effectif qui met à disposition de son entraîneur. C'est pour ça que je dis que c'est pas un magicien non plus. Stéphane Le Mignon, le pauvre, moi je n'aimerais pas trop être à sa place parce qu'on lui dit vas-y monte et maintiens-toi et puis mais lui il part, lui est transférable, lui dès qu'on a une offre il part.
psychologiquement dans la tête de chaque joueur, on va pas refaire l'histoire, mais tu me poses la question, bah ouais, c'est dur, allez, entraîne-toi, on les ressort et tout. Là où il est, je pense, responsable, c'est que, oui, peut-être changer son fusil d'épaule et dire aux gars, maintenant je vous attends sur l'agressivité et les erreurs défensives. Maintenant, on va bosser défensivement, je dis pas qu'ils bossent pas, mais transiger, et puis peut-être laisser un peu le ballon, on n'est pas plus bête que les autres, laisser peut-être un peu les autres jouer et prendre en transition. Mais bon, pour le moment, mais après, oui, si c'est le sens de ta question, évidemment, il est en danger. Le seul qui a la réponse, c'est Bernard Serin, c'est lui qui détient la décision. Mais après, voilà, après, je suis pas sûr. Oui, je pense que s'il change d'animation, ça peut donner d'autres résultats, parce que les mêmes causes ont les mêmes conséquences. Le problème, c'est que ça fait un moment qu'on dit que ce serait bien qu'il change aussi un peu, comme tu as dit, son fusil d'épaule. Et maintenant, on est quand même bientôt fin janvier, on est dernier, et il n'a toujours pas changé ses principes de jeu, qui sont vraiment intéressants, mais à un moment donné, il faut des points. C'est pas changer les principes de jeu, c'est les adapter. Oui, les adapter, en quelque sorte. Tu t'adaptes. C'est pour ça que c'est une qualité à lui en Ligue de la saison dernière de s'adapter, justement. La patience que le club a, que les joueurs ont, que les observateurs ont et qu'avaient en début de saison, bah là, tu as raison Mathéo, on n'est plus au mois de septembre, octobre, où on se dit « Ah, un entraîneur, il veut faire jouer. » L'année dernière, en Ligue 2, ça passait parce que la Ligue 2 est la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1. Ah, mais oui, peut-être qu'on va prendre des points, et puis, mais ça nous intéresse. Et moi, j'étais le premier à dire, c'est bien, enfin, on a un coach, après Bologna, qui cherche à jouer, on s'embête moins. J'ai mettais quand même quelques réserves par rapport à l'année dernière en Ligue 2, où tu voyais les limites, alors pas des principes de jeu, mais peut-être de ces principes avec cet effectif. Mais ça passait. Parce que, effectivement, tu faisais beaucoup de jeux très latéral, comme je comparais un petit peu au handball. Et ça manquait déjà de variété, de puissance, de provoquer des 1 contre 1, des dédoublements. Alors tu avais Mathieu Hudol qui arrivait, lui, à faire la différence lui-même, parce que souvent il ne s'appuyait pas sur son milieu gauche, il allait souvent, il faisait des percées, et du coup je voyais un petit peu ses limites, et moi j'étais déjà focalisé sur la Ligue 1, je lui dis mais tu n'auras jamais cette possession de balle à ce niveau du terrain-là. Jamais. En Ligue 1, et donc ça va être très compliqué si tu ne modifies pas. Tu es au-dessus techniquement, physiquement, tu es au-dessus. Donc tu peux avoir un jeu de possession et dire voilà, on ne va pas balancer. Mais Stéphane Le Minion, ce qu'il ne faut pas oublier, il découvre aussi la Ligue 1. Il est novice en Ligue 1, donc il découvre aussi, on veut jouer, c'est bien dans les livres, on veut jouer, on veut repartir, c'est bien, c'est très bien, mais il s'aperçoit aussi peut-être, et là il faut apprendre très très vite parce que tu as une obligation de résultat, pas qu'une obligation de moyens, et il s'aperçoit, et je l'espère, et il fait le constat, c'est bien beau, mais force est de constater que ça ne se matérialise pas en points. Donc comment obtenir plus de points, comment être plus dangereux, comment faire mal à l'adversaire, peut-être jouer de la transition, être hermétique défensivement, être un petit peu plus haut sur le terrain et un jeu un peu plus vertical. Il faudra le faire dès ce week-end, ce constat-là, peu importe qui se trouvera sur le terrain, puisque il y a un adversaire de poids qui arrive au stade Saint-Symphorien, c'est l'Olympique Lyonnais. Un Olympique Lyonnais qui surprend après un été pour eux très compliqué. On le rappelle, on n'était pas passé loin de la descente en Ligue 2 pour le club rhodanien. Finalement, aujourd'hui, on va regarder. Ils sont 4e de Ligue 1 avec 33 points, 10 victoires, 3 nuls, 5 défaites. C'est 27 buts inscrits pour 18 buts encaissés. On a 9 buts de Pavel Souch et encore Alfonso Moreira, 5 passes décisives. Mathéo, c'est vrai qu'on a un peu du mal à mettre une étiquette sur cette équipe de Lyon. En tout cas, moi, j'ai du mal. Je ne sais pas si toi, tu en as une précise. Eux qui se sont imposés face au Stade Brestois lors de la dernière journée en clôture. On va dire qu'à l'inverse de Metz, ils engrangent les points et les victoires, puisque finalement, si je ne me trompe pas, depuis début décembre, c'est une seule défaite début décembre justement contre Lorient. Et ensuite, c'est un enchaînement de victoires. À noter aussi dans tes stats, dans les classements, ils sont quand même premiers d'Europa League. Donc les victoires, elles sont là. Et puis, je pense que maintenant, avec en plus les petits recrutements qu'ils ont ajoutés, notamment Hendrik, donc le Brésilien, intéressant devant, ça va être compliqué, on ne va pas se mentir face à Lyon forcément. C'est vrai qu'il est celui qui a rejoint le club cet hiver en prêt, en attaquant. Franck, Hendrik, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la défense messine quand tu connais un peu les largesses du moment. Non, c'est sûr, mais qu'est-ce qui serait une bonne nouvelle ? Tu affrontes Lyon,
qui, même si est dans une bonne dynamique, comme tu l'as dit, c'est tout ou rien cette équipe. Donc dans un mauvais jour, tu es capable, en la bougeant un peu, et c'est là que j'insiste sur ce gap à passer pour cette équipe, où pour moi, par rapport au niveau exigé de Ligue 1, il faut vraiment le combler, ce trou, c'est l'intensité. Une intensité dans les courses. Je serais curieux de voir les courses à haute intensité de cette équipe de Metz, parce que ça joue bien. Techniquement, c'est pas mal, hein. Pour ressortir, etc. Je vois des choses, honnêtement, et ça joue assez tranquillement, sans pression, etc. Mais moi, je veux voir un peu plus d'intensité à la récupération. Je veux voir un peu plus d'intensité dans les transmissions pour se projeter. Ouais. Et la Ligue 1, ça exige ça. C'est fondamental, c'est physique. Donc, et je pense que contre cette équipe de Lyon, si tu les bouges, qui plus est à domicile chez toi, ils ont su le faire contre Lens, ils ont su le faire contre Nice. Je pense que tu peux les bousculer. Cette équipe de Lyon est prenable. Mais Lyon, ils n'ont plus de trou d'air. Tu parlais de trou d'air. Ils sont sur 7 victoires de suite. Ils sont consistants, ils sont réguliers, ils ont repris des couleurs. Et ça reste des très très bons joueurs. Donc quand le collectif se met en route et fonctionne, avec la confiance, avec Hendrick, il est arrivé, la petite pépite et le génie, celui qui déclenche, tu disais de se projeter, lui il se projette. Et ce que j'adore dans ce joueur, c'est qu'il fait que des courses vers l'avant. Il a le ballon, il va provoquer. C'est un dynamiteur de défense. Il ne se pose pas de questions parce qu'on a beaucoup maintenant de faux ailiers où ils contrôlent semelle et puis une fois sur deux, si ce n'est pas plus, ils jouent vers l'arrière. Mais tu as raison, nous il nous faut... Après, il faut de la puissance. Tu vois, il faut de la puissance, il faut de la volonté, tu as raison, les courses GPS à haute intensité, répéter les efforts et aller vers l'avant en respectant le déséquilibre et les marquages aussi préventifs. Parce que si tu vas à l'abordage contre Lyon, ça va aller très très vite en contre. Chaque club a son scout, son analyseur de data. Nous, on a Nathan qui aime bien regarder un petit peu aussi le foot européen. Il nous a déjà parlé de Liam Rosenior, par exemple. Et là, du côté d'Hendrick, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Alors, il était remplaçant au Real. Peut-être un sentiment de revanche, une fin de Lyon pour lui ? Ouais, comme tu le sais, j'aime beaucoup regarder le foot espagnol. Alors, Hendrick, je connais bien et franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est un joueur prodigieux, Stéphane en a très bien parlé. Il faut savoir, il était scouté par le Real, tout le monde le sait, mais aussi par le Barça, par Chelsea. Donc le fait qu'il arrive en Ligue 1, c'est un vrai coup de tonnerre pour moi. Les gens ont vraiment raison d'être hypés. Et, en témoignent ses premières performances avec Lyon qui sont juste extraordinaires, je pense. Lyon qui jouera d'ailleurs en Europa League ce jeudi contre les Young Boys de Berne, à voir si cela pourra entacher leur série du moment. Très rapidement pour finir cette partie sur Lyon, retour au Stade Saint-Symphorien, oui, mais quelle ambiance après Montpellier. On sait qu'il y a eu des départs des Ultras avant la fin du match en Coupe de France. On se rappelle peut-être d'une petite grève sonore, en tout cas face à Lens en début de saison. Stéphane Lemisian disait l'état d'esprit des joueurs était bon. Est-ce que ça suffira, Stéphane, selon toi, pour on va dire, aller récupérer ce public qui sera d'un soutien assez important face à une équipe comme Lyon ? Je pense que déjà, ceux qui ont la clé, ce sont les joueurs. C'est les joueurs qui donnent le là dans le stade. Si vous avez des joueurs qui mettent de l'impact, qui vont de l'avant, qui ont envie d'arracher chaque duel le ballon, de produire du jeu. Après, le public messin, c'est un public connaisseur, mais indulgent dans la mesure où vous battez. Quand vous battez à fond, vous donnez tout, vous pouvez perdre contre plus fort que vous. Après, il ne faut pas être timoré, il faut avoir de la confiance, il faut, comme contre Lens par exemple, au pied du mur, on a réussi à battre Lens, on a réussi à battre Nice à domicile, donc c'est pas impossible. Mais les spectateurs, je pense au début, seront observateurs et vont attendre un peu les joueurs au tournant. Si ça part dans le bon sens, ça peut être l'union sacrée que demandait Fred Harpinon, l'union sacrée pour prendre des points, parce que malgré tout, ce qu'on dit, on fait du surplace, 4 matchs, 4 défaites, un nul, c'est ça. On n'est pas loin de la place de barragiste, parce que devant aussi... À voir combien de temps tiendra encore cet argument. T'as Nantes qui a perdu contre PFC. Alors, plus on avance, moins il y a de matchs, forcément, pour rattraper le retard, parce qu'on doit faire mieux que les concurrents directs. Et plus on avance, et plus il y a des équipes qui, elles, prennent des points et sortent, comme Lorient qui a battu Monaco. Mine de rien, qui prend des points. Après, il faut que tu t'arranges. Vu ton calendrier, vu ton calendrier, tu dois recevoir Nantes, tu dois recevoir
Auxerre, tu dois recevoir Lorient, tu reçois PFC. T'as déjà ces 4... C'est des matchs hyper importants. Le tout, c'est de les aborder en ayant un minimum de points de retard à ce moment-là de la saison, pour pouvoir passer devant le cas échéant. Donc là, c'est des matchs que tu dois prendre avec des points bonus dans la tête. Tu dis, bon, j'aime pas l'expression, on n'a rien à perdre, tu as toujours quelque chose à perdre. Mais d'y aller pour gagner de la confiance, mettre en place quelque chose dans l'intensité, dans l'envie, emmener le public avec toi, comme tu le dis, tu rentres, le public, il ne faut pas se leurrer. Ils vont les accueillir d'une froideur, ça va même être des sifflets, mais tu dois t'en nourrir pour inverser cette tendance, ne pas être tétanisé par l'enjeu, parce que contre Lyon, finalement, t'en as pas, d'accord ? Vous me dites 7 matchs d'affilée, 7 victoires, premier d'Europa League, Hendrick, le phénomène, ok, mais justement, tu dois te servir de ça pour te sublimer, pour emmener le public avec toi et pour préparer ces échéances-là qui vont arriver et ne pas être à la rue au moment où elles vont arriver. Tu as dit qu'il y a toujours quelque chose à perdre. Il y en a qui ont tout perdu, d'autres qui ont tout gagné aussi. Mais ça, c'était lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va en parler tout de suite dans le temps additionnel. Et que vous le vouliez ou non, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette affiche ce dimanche soir. Après justement Metz-Strasbourg, le Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc 1-0. Au terme d'une finale marquée par la polémique. Alors on va revoir évidemment le but de Pape Gueye dans le temps additionnel. Les Lions de la Teranga décrochent leur 2e titre continental. Mais voilà, il y a aussi une polémique dans cette rencontre. Après une fin de temps réglementaire chaotique, eh bien, le pénalty marocain manqué, une interruption du match. L'addition s'est faite en prolongation. Donc, messieurs, à votre avis sur cette fin de match, on va le voir. Alors, but annulé pour le Sénégal, pénalty pour le Maroc, les joueurs sont sortis, puis finalement sont revenus, le pénalty est manqué par Brahim Diaz et finalement le Sénégal s'impose. C'est un peu fou ce qui s'est passé, Stéphane. C'était complètement lunaire. Moi, j'étais comme tout le monde devant ma télé. Je n'y croyais pas trop parce que c'est vrai que voir une équipe en finale d'une grande compétition rentrer au vestiaire sur une décision d'arbitre, bon, c'est quelque chose qu'on peut... À la 95e du match. Regretter, parce qu'il faut accepter les décisions d'arbitre, parce que sinon c'est trop facile. Si à chaque fois il y a une décision qui est contraire, qui t'est contraire, et que tu n'es pas d'accord avec cette décision, parce qu'il y a des pénaltys, tout le monde est d'accord, mais il y a 50% ou 60% des pénaltys, c'est litigieux. C'est l'équipe qui subit dit il n'y a pas pénalty, l'équipe, ah oui, il y a pénalty. Si à chaque fois on sort 20 minutes... le mec qui tire déjà, j'aimerais pas être Brahim Diaz parce que là il va y penser toute sa vie à ce penalty, je pense, ça va le poursuivre. Mais il a 20 minutes où il a le temps déjà physiologiquement de se refroidir. Et puis il n'est pas dans les meilleures dispositions pour tirer ce penalty. Donc félicitations quand même aux Sénégalais. On a joué avec Pape Thio, on a beaucoup de Sénégalais qui sont passés à Metz avec qui on a joué. Félicitations, c'est une très belle équipe, ça n'enlève en rien leur talent. Mais voilà, après, c'est regrettable. D'autant plus que moi, je suis défenseur, je pense qu'il y a pénalty. Il n'a pas à mettre la main, on le sait, il le sait. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, je crois que c'est Lamine Camara qui a dit, oui, on a revu les images, il y avait pénalty. Mais eux, ils râlaient pour le pénalty. Voilà, c'est ça qui est discutable. Le but refusé. Et là, moi, je considère aussi qu'il le pousse. Je suis désolé. Après, il n'y a pas mort. Enfin, c'est pas un scandale de... Alors, il a sifflé avant la fin de l'action, donc il aurait pu aller voir le VAR. Enfin, c'est tout un... Mais bon, il faut respecter les décisions. Ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que je pense que c'était le coup final de cette polémique qu'il y a depuis le début sur l'arbitrage de cette CAN, qui favoriserait le Maroc. Nous, on y était, on entendait déjà parler de cet arbitrage contre le Cameroun avec le penalty non sifflé, etc. Donc finalement, c'est une suite logique, j'ai envie de te dire. J'ai pas été forcément étonné de voir ces images-là, parce qu'à chaque CAN, tu t'attends à des trucs de dingue quand même. Tu trouves que c'est scandaleux qu'ils refusent le but du Sénégal ? Non. Mais on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Bon, c'est comme ça. C'est plus dans le rationnel des équipes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'ils ont été formatés pour réagir comme ça, quelles que soient les décisions arbitrales. Je pense vraiment que l'arbitre, qui est vu de millions, de centaines de millions de téléspectateurs, il y a le VAR, il y a le... Consciemment, sciemment, il va
arbitrer pour le Maroc. Je te dis pas ça, je te dis juste que ce soit les adversaires du Maroc, que ce soit l'arbitrage qui subit des pressions depuis le début avec une remise en cause perpétuelle de l'arbitrage, inconsciemment... Mais de tous les camps. Mais je sais, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis que le Sénégal a peut-être accumulé toutes ces décisions qui ont été remises en cause et remise en cause au Maroc, par les supporters, par les réseaux sociaux, exactement. Et tout le temps. Et Même les les arbitres journalistes, sont ça amène à ce genre de il y situation. a même eu des conflits au sein des journalistes entre eux. Les il y arbitres a eu sont remis en cause en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Quand c'est contre des décisions contraires, ils sont chaque remis année, en il y a cause dans souvent des tous les trucs comme pays. ça. Là, il se trouve que c'est au Maroc. Malheureusement. Mais moi, je pense pas que le Maroc. Et c'est dommage parce que cette CAN semblait bien organisée en plus. Il peut y avoir des erreurs, mais ça ne veut pas dire que c'est des erreurs qui sont commises de façon délibérée. Par exemple, je crois que c'est en demi. On a eu le débat dans le groupe des anciens du FC où il y a une poussette. Moi, je pense qu'il y a penalty. C'est pour qui? Pour le Cameroun? Mais faute d'un Marocain. Oui, il y a pénalty. Mais bon, je pense que l'arbitre il s'est trompé, c'est tout. Mais après, je pense mais ça, je suis d'accord avec toi et je remets pas en cause ça. Je remets juste le débat, le contexte un peu mauvais. Oui. Pour justement alimenter les polémiques et qui amènent à ce genre de situation. Et puis tu sais qu'à la CAN, il se passe toujours quelque chose. À un moment donné, c'est pas comparable, mais tu avais une équipe qui perd, elle se retrouve en camp militaire, donc ça met le focus là-dessus. L'année d'après, c'est ça. C'est un peu folklorique. C'est le folklore qui fait que... En Europe aussi, quand il y avait la main de Henry en Irlande, en truc, il y avait l'arbitre, il était sous protection. Après, ça va, il n'y avait pas de photo pour Henry. Il y a eu, même dans le championnat de France, les arbitres, c'est pas que... Il aurait mieux fallu pas y aller. Mais ceci, il faut souligner le geste de grande classe de Sadio, rappeler, après avoir consulté Claude Leroy, Mamadou Niang... lui aussi s'en souviendra longtemps. Et la Djidjouf, oui, qui a rappelé ses coéquipiers, parce qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience où ils se sont dit, on passe vraiment... pour... Enfin, c'est n'importe quoi. Une équipe, c'est le tournoi interquartier soccer de Platteville-les-Pins, ou je sais pas. Belle localisation. Rentre, ils sont dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on fait? On repart. Attends, je vais à la buvette, je bois un coup, je mange une saucisse. C'est Papio qui leur a dit... C'est un peu nimp. Papio leur a dit de rentrer au vestiaire. Et c'est vrai que c'est le seul à être resté sur le terrain, justement, c'est Sadio Mané, qui a parlé avec Claude Leroy, et je pense que ça a vraiment fait la différence, à la place heureusement. de Redragui ou des Marocains. Tu te dis, mais moi, je pense que je suis marocain. Il n'est pas mis dans les bonnes conditions pour tirer un penalty 20 minutes après la faute. Il l'a dit, Regragui. Regragui a dit après en conférence de presse... il n'enlève en rien le geste de la Panenka qui est quand même absurde aussi de Brahim Diaz. Mais il a dit, Brahim Diaz a quand même eu 15-20 minutes au final, où, comme tu l'as dit, il a cogité. Je pense qu'il s'est fait 50 fois le scénario du penalty, je tire à gauche, à droite, au milieu. Et forcément, ça joue dans la tête. Et puis un penalty, c'est un geste technique qui se joue beaucoup au mental aussi. Et donc forcément, je pense que limite, on l'a vu. Rien n'est anodin dans cette finale et ce scénario. Tu auras toujours une influence d'une action, d'un comportement, de cette sortie, donc on est d'accord. Alors oui, je suis d'accord pour le tireur, mais il en va de même pour le gardien. Hein. Le gardien est pareil, il est rentré 20 minutes, et après il doit se remettre dedans, sur les appuis. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Après, je cautionne pas du tout. Hein. Alors là, qu'on dise pas, je cautionne pas du tout la sortie du terrain. Je coupe l'extrait que je veux. Hein. Il se déconcentre, il se refroidit, il a le temps de prendre conscience de l'importance du poids de la responsabilité. Dans ce cas-là, on attend rien généralement. Il en va de la responsabilité de l'arbitre de ne pas faire reprendre. Ne tire pas. Quoi? Il en va de la responsabilité de l'arbitre ou des responsables de la compétition de ne pas faire reprendre parce que tu sais très bien que c'est biaisé. C'est impossible. Mais c'est ça, malheureusement. Derrière tout ça. Les droits télé, les spectateurs, c'est obligé. Après, on est passé à il t'aurait coupé le match avant la fin. Là. Non, il faut fermer la porte des vestiaires. Ouais, c'est ça. Très rapidement, messieurs, on a le Sénégal qui a gagné, ce qui veut dire que Cheikh Sabali et Habib Diallo ont droit à une nouvelle ligne sur leur palmarès. Très rapidement, parce qu'il ne reste plus que quelques secondes, est-ce que c'est une petite aubaine pour le FC Metz? Ils arrivent avec un état d'esprit tout neuf, tout frais quand même, malgré tout, avec cette euphorie générale. Est-ce que ça peut apporter un petit plus? Oui, je pense que c'est une parenthèse psychologique qui est positive pour eux. Après, ils n'ont pas énormément joué, donc ils vont peut-être arriver frais également. Ils vont peut-être partager aussi un petit peu ça, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui soutenaient visiblement, d'après la vidéo du club, le Sénégal quand même. Bien sûr. Par contre, ils vont arriver dans un contexte où il va falloir se remettre tout de suite au boulot et au service le sourire, il va devoir être grand. Donc, et puis peut-être que ça va valoriser aussi
un joueur comme Sabaly en termes de revente, etc. Donc ça peut être positif pour le FC Metz, ouais. On regardera ça évidemment. Nous, on se retrouvera dès jeudi pour regarder encore un peu plus ce qu'il se passe à quelques heures du match face à l'Olympique Lyonnais. Merci messieurs. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire toute une émission sur cette CAN visiblement. J'y penserai peut-être pour la prochaine édition. Nous évidemment, on revient très vite sur Moselle TV.